Empêtré dans une scabreuse affaire de mœurs, le candidat d'Emmanuel Macron à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux, jette le tablier. Un scandale qui éclabousse La République En Marche et qui rebat les cartes pour l'élection municipale de la capitale. Après avoir lancé une nouvelle méthode de calcul ayant fait exploser le nombre de cas, la Chine a revu ses chiffres à la baisse sur le coronavirus. Une guerre des chiffres semble enclencher et la crainte d'une épidémie mondiale est désormais largement envisagée. Madame, Monsieur, bonsoir. Une Saint-Valentin à la saveur toute particulière pour Benjamin Griveaux. Le candidat d'Emmanuel Macron à la mairie de Paris abandonne la course municipale après la diffusion d'images compromettantes. Olivier Frère-Jacques. Benjamin Griveaux, est-ce que vous saurez tenir votre entourage? On sait qu'avec les réseaux sociaux, ça va très vite. Il y a des conversations privées, vous savez, qui fuitent. Est-ce que ça va tenir, ça? D'abord, les Parisiens, les conversations privées, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est ce que vous avez à leur dire. Septembre 2019, sur les antennes d'une télévision publique, un bout d'entretien prémonitoire. Et si la vie privée du candidat Griveaux le rattrapait? C'est chose faite. L'ancien porte-parole du gouvernement a été pris la main dans le sac. En cause, des conversations très osées qu'il entretenait avec des femmes, notamment des militantes et probablement des maîtresses. Des conversations graveleuses, pas franchement MeToo et mettant en scène ses attributs les plus intimes. Un scandale capital qui va encore un peu plus détériorer l'image de la France. Les titres de presse d'Europe et du monde pourront ainsi se délecter de la minable vie privée d'un proche du président. C'est vendredi matin que Benjamin Griveaux a annoncé son retrait de candidature devant les caméras de l'AFP. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne faisait pas le fier et surtout, il tentait d'inverser l'accusation se faisant passer pour une victime. En annonçant ma candidature à la mairie de Paris, je connaissais la dureté de la vie politique. Depuis plus d'1 an, ma famille et moi avons subi des propos diffamatoires, des mensonges, des attaques anonymes, la révélation de conversations privées dérobées, ainsi que des menaces de mort. Ce torrent de boue m'a affecté, mais il a surtout fait du mal à ceux que j'aime. Comme si cela n'était pas suffisant, hier, un nouveau stade a été franchi, un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma vie privée. Ma famille ne mérite pas cela. Personne, au fond, ne devrait jamais subir une telle violence. Subir une telle violence, si le coup porté contre sa candidature est rude, il conviendrait de rappeler que Benjamin Griveaux n'en demeurait pas moins maître de son destin et rien ne l'obligeait à s'exposer de la sorte. Rappelons au passage que le terme « violence » est ici une nouvelle fois galvaudé et témoigne de la distance phénoménale qui existe entre le personnel politique et la vie des Français qui sont, eux, souvent confrontés à la violence, la vraie. Après avoir joué le rôle de la victime, le désormais ex-candidat Griveaux a annoncé qu'il abandonnait la course à la mairie. C'est pourquoi j'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne. Cette décision me coûte, mais mes priorités sont très claires. C'est d'abord ma famille, vous l'aurez compris. Une sortie de campagne toute pathétique donc, et qui laisse le parti présidentiel dans l'embarras. Un parti qui a aussi sa part de responsabilité. En effet, le candidat Griveaux était tout de même largement connu pour être une option risquée pour LREM. En juillet dernier, les déclarations à l'emporte-pièce sur ses camarades de parti témoignaient déjà du peu d'humanité et de professionnalisme dont était capable ce personnage. Hugues Rançon, c'est un fils de... On le sait depuis le premier jour. Mounir Majoubi, bon, no comment. De toute façon, Cédric, il n'a pas les épaules pour encaisser une campagne de cette nature. Il ne verra pas venir les balles, il va se faire désosser. En attendant, Cédric Villani, lui, est toujours dans la course. En plus d'un candidat à la capitale, le président perd également un proche. Benjamin Griveaux faisait en effet partie de la garde rapprochée d'Emmanuel Macron. Issu de la bande de la Planche, un groupe composé notamment d'Ismaël Emelien, de Stanislas Guérini, de Cédric O ou encore d'Emmanuel Miquel. La bande de la Planche du nom de la rue du même nom où, en 2005, ces joyeux lurons se rendaient au 2e étage d'un immeuble pour rencontrer leur mentor, un candidat à la primaire socialiste du nom de Dominique Strauss-Kahn.
avant que celui-ci ne se fasse pincer dans ses agapes new-yorkaises. Une filiation avec DSK qui expliquera, pour certains, la glauque histoire qui voit chuter Benjamin Griveaux. Membre du Parti socialiste pendant 14 années, le désormais ex-candidat à la mairie de Paris aura su faire preuve d'une hypocrisie hallucinante, multipliant les leçons de morale sur les plateaux de télé, tout en vantant l'importance de sa famille dans sa vie. L'individu aura, semble-t-il, eu plus de facilité à voir la paille dans l'œil de son voisin que d'apercevoir la poutre dans le sien. L'affaire n'est cependant peut-être pas tout à fait finie. En effet, les vidéos, si elles salissent l'image du proche d'Emmanuel Macron, demeurent encore relativement admissibles dans le contexte libéral actuel. L'abandon du candidat laisse surtout imaginer que les contenus diffusés, images et vidéos, n'étaient qu'une première salve en forme de menace qui annonçait l'arrivée de l'artillerie lourde si Griveaux venait à s'entêter. Reste à savoir si une suite sera diffusée. Le coup, lui, a officiellement été porté par un personnage tout aussi glauque que cette affaire, le russe Piotr Pawlenski, qui s'était rendu célèbre en se clouant le scrotum sur la place rouge. Il avait par ailleurs mis le feu à la porte du bâtiment des services de renseignement de son pays en 2015. La France, de François Hollande, lui avait accordé l'asile politique en 2017. Il remerciera son pays d'accueil en mettant le feu à la Banque de France en octobre de la même année. Ce Piotr Pawlenski a ainsi ouvert un site internet nommé Pornopolitique dans lequel il a diffusé les images compromettantes de l'ancien ministre. S'il est affirmé que le site entend diffuser tous les contenus de ce type impliquant personnalités politiques et fonctionnaires, on peut imaginer qu'il a été créé dans le seul but de faire tomber Benjamin Griveaux. Il est par ailleurs indiqué sur ce site, au contenu pornographique, que la préservation de l'anonymat des sources est la priorité. La rumeur parisienne, selon laquelle ce serait la maîtresse numéro 2 de Benjamin Griveaux qui aurait livré ces images, ne sera donc peut-être jamais confirmée. La publication de ce contenu a largement proliféré sur les réseaux sociaux, contraignant donc le candidat Griveaux à abandonner. Cette affaire permet en tout cas de mieux comprendre l'abnégation de cet individu à défendre le contrôle de la presse et des réseaux sociaux à travers le projet de loi sur les dites fake news. Là, on est sur souvent des propos très diffamatoires, on déverse des torrents de boue sur des personnes, en campagne ou pas d'ailleurs. Une affaire bien glauque qui met donc un terme à la candidature de l'ex-PS Griveaux et qui porte une nouvelle estocade à l'intégrité du personnel politique français. Après DSK, l'affaire Baupin, les abus sexuels au sein du syndicat UNEF ou plus récemment les vilaines affaires de mœurs qui ont agité le Conseil régional d'Île-de-France, il semblerait que les apparatchiks de tous bords payent le prix de leur comportement grâce ou à cause des nouveaux moyens de communication et d'une époque de grand déballage. Le Monde, d'après LREM, lui, apparaît de plus en plus comme un DSK passé sur le billard de la chirurgie esthétique. Et Emmanuel Macron, qui avait choisi Griveaux pour Paris, est directement éclaboussé par l'affaire. L'affaire Griveaux pliée, la course à la mairie de Paris continue pour les candidats qui n'ont pas pris leurs attributs en photo. Cet abandon relance la campagne. Qui pour remplacer l'ange déchu de la Macronie? Quel report de voix? Tour d'horizon avec Olivier Frère-Jacques. Et puis, c'est le projet pour Paris, celui que nous avons construit, pour lequel nous sommes beaucoup battus. Ce projet, aujourd'hui, il vivra mieux sans moi. Un projet pour Paris qui vivra mieux sans lui, pas de doute là-dessus. En revanche, il demeure un doute sur la personnalité qui reprendra le flambeau, pour ne pas dire le bâton, laissé par Benjamin Griveaux. Une candidature qui n'est pas un cadeau, peu apprécié. L'ex-candidat arrivait en 3e position dans les sondages à 14,5%. À égalité avec le candidat écologiste David Béliard, derrière la sortante PS Anne Hidalgo, 23 points, et l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Rachida Dati, 20 points. Le candidat dissident LREM, Cédric Villani, arrive quant à lui derrière à 10% d'intention de vote. Des études d'opinion qui voient à présent flotter en apesanteur 15% d'intention de vote, 15 points dont le report est tout à fait incertain. Avec une question sur toutes les lèvres, qui pour remplacer Griveaux ? Des noms ont déjà circulé, celui du secrétaire d'État Marlène Schiappa, du ministre de la Santé Agnès Buzyn, qui a pourtant d'autres chats à fouetter avec le coronavirus, ou encore des ex-républicains, le maire 9e arrondissement Delphine Burkley et Pierre-Yves Bournazel. En début d'après-midi, Marlène Schiappa a fait savoir qu'elle ne remplacerait pas le soldat Griveaux. Simple choix ou autre affaire, l'avenir nous le dira. 2 autres noms auraient été évoqués, celui de Mounir Majoubi, qui avait postulé pour être tête de liste, et celui du sénateur Julien Bargeton, ces 2 candidats potentiels étant des anciens socialistes. Celui ou celle qui héritera de la candidature devra aussi porter un projet qui était celui de Benjamin Griveaux, projet taillé sur mesure pour un personnage dont les liens avec la société immobilière Unibail-Rodamco avaient fait jaser, notamment dans le cadre de la fameuse Tour Triangle.
Celui qui reprendra la campagne devra aussi assumer l'erreur de son prédécesseur, au risque de voir notamment de bien audacieux dessins figurer un peu partout sur ses affiches de campagne. L'abandon de la candidature Griveaux pourrait, selon les plus optimistes, constituer une opportunité tant ce dernier ne parvenait pas à séduire les électeurs. Le casse-tête pour les équipes Macron a commencé et le choix d'un nouveau champion paraît inévitable. Difficile en effet de voir LREM soutenir le dissident Villani ou encore Rachida Dati. La communication post-crise du gouvernement semble en tout cas largement aidée par une grande partie du spectre politique qui dénonce des méthodes qui ont permis d'écarter le candidat. Ainsi, Raphaël Glucksmann, Jean-Luc Mélenchon ou même Anne Hidalgo et Cédric Villani ont pris sa défense. Des voix se sont également élevées à droite du côté des Républicains avec notamment Julien Aubert. Moins utile probablement, Benjamin Griveaux a aussi eu droit au soutien de François de Rugy qui, sans trembler, parle de dégradation de notre vie publique. Venant d'un ex-ministre démissionnaire dont l'utilisation des fonds publics a largement été remise en cause, c'est un peu délicat. Redresser la barre, après cette bien vilaine affaire, relèvera de l'exploit pour la majorité présidentielle qui avait pourtant mis le paquet sur ce scrutin parisien. En effet, en cas de victoire à Paris, LREM aurait montré une véritable capacité de conquête en seulement 3 ans d'existence. Il s'agit à présent de sauver les meubles pour le parti présidentiel. Le coronavirus n'offre aucun répit. Près de 2 mois après la découverte du Covid-19 en Chine, le nombre de contaminés ne cesse d'augmenter. Si le doute persiste sur la fiabilité des chiffres des autorités chinoises, la menace d'une pandémie mondiale n'a jamais été aussi grande. À chaque jour suffit sa peine. Voilà maintenant 2 mois que l'épidémie de coronavirus, officiellement appelée Covid-19 par l'Organisation mondiale de la santé, affole les autorités sanitaires mondiales. Et pour cause, les cas s'accumulent de jour en jour. En effet, selon le dernier bilan communiqué par les autorités chinoises ce vendredi matin, plus de 63 000 cas et 1380 décès, dont 121 lors des dernières 24 heures, ont été enregistrés. Un bilan revu à la baisse en raison de doublons dans les statistiques, alors que la commission de la santé du Hubei, épicentre de l'épidémie, avait établi un bilan bien plus élevé jeudi en raison de la mise en place d'une modification du mode de détection. Ce changement faisait suite à une décision des autorités chinoises d'élargir les méthodes de diagnostic car le test utilisé jusque-là ne permettait pas de repérer des patients peu symptomatiques. Et c'est bien là le problème, le virus peut infecter sans pour autant rendre malade, ce qui laisse penser qu'un nombre non négligeable de personnes porteuses du virus sont passées à travers les mailles du filet et se trouvent actuellement dans la nature. Une faille inquiétante qui fait craindre désormais une épidémie d'une ampleur bien plus grande que ne laissaient penser les chiffres officiels. Face à un risque mondial, l'OMS se montre particulièrement prudente sur la suite des événements. We need to focus on the task, and the task is to contain the virus, to detect the cases, to treat the cases. If we keep doing those things, yes, we may see a drop in the number of cases, but I think it's way too early to try and predict the beginning, the middle, or the end of this epidemic. There are already 4 vaccine candidates in development, and it's likely that there will be 1 or 2 that will go into human trials in about 3 to 4 months from now. So that itself would be a very rapid. Si plus de 99% des cas sont pour le moment diagnostiqués en Chine, 24 autres territoires sont également touchés avec 447 cas confirmés. Face au manque de fiabilité des chiffres chinois, certains États ont pris des mesures exceptionnelles. Au Japon, un premier décès a été recensé alors que le nombre de malades détectés à bord du paquebot Diamond Princess en quarantaine dans le port de Yokohama ne cesse de croître jour après jour avec déjà 218 cas confirmés, dont un Français de 80 ans. D'ailleurs en France, après 2 semaines en quarantaine, confinés en bord de mer à Carry-le-Rouet, à une trentaine de kilomètres de Marseille, les 181 premiers rapatriés de Wuhan en Chine ont vu leur période de confinement prendre fin comme prévu ce vendredi. Munis d'un certificat, ils ont recouvré une totale liberté, alors même que certains spécialistes estiment que la période d'incubation dépasse les 14 jours initialement établis. Sur les 11 cas confirmés en France, 8 sont toujours hospitalisés et 3 sont sortis de l'hôpital après guérison selon le personnel médical. Mais le risque d'avoir de nouveaux cas n'est pas exclu par le ministre de la Santé, Agnès Buzyn, compte tenu de la sévérité de l'épidémie en Chine. Toute la planète est donc en alerte et si certains estiment qu'il s'agit d'un épisode saisonnier qui devrait s'estomper avec le retour des beaux jours, l'hypothèse paraît peu probable, Singapour étant touché malgré des températures avoisinant les 30 degrés. Et on retrouve à présent Olivier Frère Jacques pour l'actualité en bref.
Démission collective pour les Césars. Jeudi, à quelques jours de la cérémonie 2020, l'Académie a annoncé le renouvellement complet de la direction de l'organisation pour retrouver un peu de sérénité. Des polémiques ont secoué l'Académie ces dernières semaines, notamment sur la nomination de Roman Polanski à 12 prix, dont celui de meilleur réalisateur pour J'accuse, alors qu'il est par ailleurs accusé de viol par 12 femmes. Plusieurs centaines de personnalités du cinéma ont également signé une tribune dénonçant le manque de démocratie ou même de diversité, ainsi que des dysfonctionnements au sein de la direction des Césars, choisis de manière opaque. La cérémonie, qui doit avoir lieu le 28 février, devrait cependant être maintenue. Le marché légal du cannabis part en fumée 1 an et demi après la légalisation du cannabis au Canada. Le bilan est désastreux. Si le nombre de consommateurs n'a pas baissé, la vente légale de cette drogue s'est effondrée. Depuis la légalisation du cannabis le 17 octobre 2018, les géants de la marijuana ont vu leur chiffre d'affaires s'écrouler et doivent enclencher un massif mouvement de licenciement. Alors que le Premier ministre canadien, le libéral Justin Trudeau, espérait en tirer profit, c'est finalement un échec qui aura renforcé le marché noir, marché sur lequel le gramme de cannabis est vendu 2 fois moins cher. Retour compliqué pour Juan Guaido. Mardi, après une tournée internationale, le chef de l'opposition vénézuélienne a été accueilli par des huées et des sifflets des partisans du président élu Nicolás Maduro. À Caracas, parallèlement à cette scène chaotique, son épouse Fabiana Rosales a été escortée dès l'aéroport par des équipes diplomatiques françaises et roumaines. Un cas étonnant d'ingérence que les autorités françaises n'ont pas encore expliqué. L'oncle de Guaido, l'opposant pro-américain, Juan Marquez, a de son côté été appréhendé à sa descente d'avion pour détention d'explosifs. Selon son avocat, il s'agirait d'un coup monté visant à faire pression sur Juan Guaido. C'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine. À la une, entretien avec Philippe Vardon, candidat à la mairie de Nice. Et ce soir, retrouvez Bistro Liberté. Moi, ce qui m'a gêné dans cette affaire de blasphème, c'est qu'en réalité, le blasphème existe, c'est une certitude, mais pas contre tout. Moi, ce qui me dérange, c'est les exceptions en fait au blasphème. C'est-à-dire que vous regardez aujourd'hui, donc on a découvert avec l'affaire Mila qu'on ne peut pas blasphémer l'islam. Ça, c'était pas si étonnant que ça. Charlie Hebdo l'avait déjà prouvé avant à son détriment. Et puis, donc du coup, je m'intéresse un peu aux nouvelles religions qu'on n'a pas le droit de blasphémer. C'est-à-dire l'islam, c'est une religion, une ancienne religion. Puis les nouvelles religions qu'on n'a pas le droit de blasphémer. C'est intéressant. Il y a l'écologie, par exemple. L'écologie, si vous blasphémez l'écologie, vous êtes tout de suite rayé de la carte. Et demain midi, retrouvez le Samedi politique. Élise Blaise reçoit le journaliste spécialiste des États-Unis, Gérald Olivier, pour évoquer les élections américaines et la position de force de Donald Trump. C'est le Parti démocrate qui est le parti de toutes les minorités et qui aime bien mettre les gens dans des cases. Les démocrates sont divisés parce qu'aujourd'hui, ils sont le parti de la classe libérale très confortable des bobos des grandes métropoles, et puis le parti, c'est vrai, des minorités et des gens les plus pauvres. Ils ont une aile radicale, ils ont une aile centriste, et ils n'arrivent pas à réconcilier les deux. Et ils n'ont surtout pas de champion. Ils n'ont pas quelqu'un qui soit en mesure de battre Donald Trump. Dimanche, Guillaume de Thieulois vous donne rendez-vous dans un terre de mission consacré à la restauration en France d'une société organique conforme aux principes de la doctrine sociale de l'Église. Et dans un instant, retrouvez Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Merci pour votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir.
Dans les années 1950, le Québec pouvait ravir à la France le titre de « fille aînée de l'Église ». Des prêtres et des religieux à la pelle, une population se réunissant tous les soirs pour prier, des médias catholiques en veux-tu, en voilà. La population du Québec était profondément catholique. L'eau du magnifique fleuve Saint-Laurent a coulé sous les ponts. Après une réforme liturgique et un mai 68 turbulent, nos frères québécois vivent aujourd'hui une situation inverse de ce qu'a connu autrefois le Québec. La dernière mesure du gouvernement québécois dit de droite, dit conservateur, illustre parfaitement ce renversement. Celui-ci propose en effet d'abolir le reliquat de religion à l'école en supprimant les cours de culture religieuse. Petit retour en arrière. Jusqu'en 2007, les élèves pouvaient choisir entre un cours de religion et un cours de morale. À partir de 2007, le choix n'est plus possible. Il sera désormais délivré dans toutes les écoles un cours d'éthique et culture religieuse. Désormais vidé de toute substance réellement religieuse, ce cours d'éthique et de culture religieuse aborde des valeurs humanistes générales, communes à toutes les religions. Mais pour l'opposition gauchiste québécoise, c'était encore beaucoup trop. Il fallait éradiquer définitivement toute racine religieuse dans l'enseignement dispensé par les écoles. Il n'y a donc plus de cours à consonance religieuse dans le système scolaire québécois. En revanche, le gouvernement affiche une ferme résolution. Il faut combattre les stéréotypes du genre et promouvoir l'éducation sexuelle, l'éco-citoyenneté, toutes ces inventions formidables de la modernité. On peut imaginer une icône de Sainte Greta accrochée à côté du tableau noir ou des processions avec pancartes pour le climat. Avec une petite incantation à la démocratie en début du cours. Alors, bientôt un Québec sans religion du tout ? Non, bien sûr. Le Québec va se prosterner devant la religion du néant. À l'évidence, le culte du néant, devenu la nouvelle religion des temps modernes, a de beaux jours devant lui, notamment dans cette si belle province du Québec. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.